Bonsoir et bienvenue à toutes et tous à cette nouvelle webconférence de l'année et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à toutes et tous. Alors ce soir, on va parler de la remise en continuité car certains patients, dans le cadre de leur parcours de soins, vont avoir ce qu'on appelle une stomie et donc le professeur Lefebvre et Madame Chaumier vont nous expliquer exactement dans quel cas est-ce qu'est une stomie dans le parcours et pourquoi dans certains parcours de soins, il fait partie notamment de la prise en charge. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'étape de remise en continuité qui marque souvent un moment qui est celui d'une nouvelle phase avec qui peut être porteuse d'espoir, mais aussi de nombreuses questions, d'interrogations, etc. Donc ce soir, nous avons la chance d'être entourés pour cela de Marie. Bonsoir Marie. Donc vous êtes patiente et donc vous allez nous faire votre témoignage, témoigner avec nous. Et nous sommes également entourés de Madame Chaumier. Bonsoir Madame Chaumier. Donc vous êtes stomathérapeute et vous êtes présidente de l'AFET. Donc vous allez nous expliquer ce qu'est cette association. Et le professeur Lefebvre. Bonsoir professeur Lefebvre. Donc vous êtes chirurgien gastro à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Et donc, Laure va vous faire une petite intro. Voilà, bienvenue pour cette webconférence. Alors, ce soir, vous êtes soit patient, soit proche, souvent concerné par des cancers colorectaux ou cancers gynéco, avec donc un parcours de stomie et de remise en continuité, ou peut-être dans quelques semaines, quelques jours, des questions autour de cette remise en continuité qui pourraient être proposées. Alors, depuis donc mon réseau cancer colorectal, mon réseau cancer gynéco, permettent des échanges entre patients et notamment avec les équipes, Cyril, Corinne, etc. On s'est rendu compte que dans notre groupe STOMI, il y avait beaucoup d'échanges et beaucoup de questions autour de la remise en continuité. Et depuis quelques mois déjà, on a un groupe d'échange dédié sur ces questions. Et quand on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme sujet de webconférence utile, on s'est dit que ça, c'était vraiment un sujet qui méritait d'être mieux expliqué pour peut-être une fois toute une partie du parcours de traitement avec la chirurgie et l'estomie réalisée, pouvoir mieux anticiper, mieux comprendre ce qui nous attend quand on se prépare à la remise en continuité. Et donc, on a la chance d'avoir avec nous Marie, mon réseau cancer colorectal, c'est dans on peut s'inscrire de n'importe où en France. Et donc, on part à l'ouest ce soir, en Bretagne. Et donc, Marie, je t'invite à ouvrir ton micro pour peut-être répondre à ces quelques petites questions pour nous expliquer un peu toi dans ton parcours, comment ça s'est inscrit. Et d'abord, donc bienvenue, bonsoir et merci d'être avec nous, d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu as découvert ton cancer et si tu as tout de suite su qu'il y aurait besoin d'une stomie? Tout d'abord, bonsoir, merci de me recevoir ce soir, ça va me permettre de témoigner aussi. Mon cancer s'est déclaré dans un contexte d'urgence, fin d'année en décembre 2023. Donc j'avais une colite. La colite au contrôle la coloscopie, s'est avéré que c'était un cancer colorectal. Je l'ai su tout de suite après la coloscopie au vu du contexte, puisque j'avais deux tumeurs, une tumeur sur le côlon gauche qui était très inflammée et également une autre un peu moins importante sur le côlon droit. Et effectivement, donc l'annonce s'est faite un peu, pas de manière très protocolaire, mais au vu du contexte, ça s'est fait de cette manière. Et la première chose à laquelle j'ai pensé avec la maladie, c'est la poche. Donc, on m'a entendu dans le service. J'étais assez en colère au niveau de l'annonce. Donc, chacun a sa réaction, on va dire, et j'ai pensé à cette fameuse poche en disant que ça serait hors de question. Et effectivement, suite au rendez-vous avec le chirurgien, l'opération s'est programmée assez vite, dans le mois, on va dire tout juste, après ma coloscopie, dans les 3 semaines, j'ai été opérée. Donc j'ai rencontré le chirurgien et il m'a annoncé et confirmé que j'aurais cette poche, voire une seconde, puisque comme j'avais une tumeur à droite et une à gauche,
Sur la gauche, au vu du contexte infectieux, il m'a expliqué que la poche était indispensable, voilà, de manière à bien cicatriser, tout simplement. C'était impossible de remettre justement cette continuité de manière à. Je n'ai pas les termes techniques, c'est vrai que voilà, mais voilà. Donc c'est vrai que voilà. Et ensuite, il disait que sur le côté droit, il ferait en sorte de ne pas me poser une poche pour éviter d'avoir deux poches. Donc c'est vrai que j'ai été voilà, entre l'annonce de la maladie et l'annonce des poches, ça a été très intense, du moins. Donc dès le début, j'ai été au courant. Et donc, tu as été au courant. Et du coup, justement, ton ressenti, est-ce que tu savais ce que c'était qu'une stomie? Est-ce que du coup, on t'a bien expliqué? Comment tu t'es débrouillée? Alors ça a été au début, voilà, c'était le refus intrinsèque en un mois. J'en voulais pas. Bon, effectivement, quand on est face à voilà, on n'a pas le choix. Donc je me suis renseignée. En fait, tout allait tellement vite. Comme j'étais vraiment dans un contexte infectieux, je souffrais là, tous les jours. Donc je me suis renseignée par moi-même avec les outils de maintenant, Internet, etc. Et au niveau technique, je suis allée voir rapidement. Voilà, c'est un peu traumatisant au début. Donc, au niveau technique, je n'ai pas regardé grand-chose, mais c'est vrai que pour la vie de tous les jours, on se dit, on va être emprisonné. C'est vrai qu'avec cette poche, je me suis dit que ma vie allait être complètement. Moi, j'ai 44 ans, ça, je suis sportive, etc. J'avais envie de vivre le plus normalement possible. Donc, c'est plus ça, finalement, dès le début, avant l'opération, j'ai essayé de trouver des astuces, des sites, etc. Je ne vous avais pas encore découvert. Je vous ai découvert un peu plus tard mon réseau cancer colorectal. Mais effectivement, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement, de comment mettre une poche, etc. par moi-même. Je n'ai pas eu le temps même de voir un stomatothérapeute avant. J'ai vu par la suite. Donc, c'est vrai que je suis arrivée qu'avec mes outils. On m'a opérée et ensuite, je me suis réveillée avec cette fameuse poche. J'en ai eu qu'une, ce qui était déjà pas mal. Voilà. Mais Et donc, du coup, tu as vécu avec cette poche combien de temps? Et au final, est-ce que tu as trouvé un bon équilibre pour j'ai être vécu avec la poche quasiment un an. Ouais. Quasiment un an, puisque suite à l'opération, donc j'ai eu une colectomie droite et gauche. Ensuite, j'ai bénéficié d'une chimio adjuvante au vu du contexte, puisque j'ai fait une perforation tumorale même. Donc, j'ai eu 6 mois de chimio adjuvante. Et donc, j'ai vécu avec ma poche. J'ai commencé la chimio en février, donc un mois après l'opération. Et je me suis très bien adaptée. J'ai eu un suivi stomatothérapeute, j'ai dû avoir 2 rendez-vous et c'est vrai que ça dépend aussi, je pense, des tempéraments. Comme j'aime beaucoup ma liberté, je me suis dit l'objectif, c'est d'être autonome le plus vite possible. Voilà. Donc très vite, j'ai trouvé le matériel et j'ai fait des essais de sortie au fur et à mesure, etc. On s'adapte. Je me suis adaptée, même très bien, je dirais. Voilà. J'ai commencé mes bains de mer au mois d'avril avec ma poche. J'ai vécu, on va dire, le plus normalement possible. Effectivement, il y a des contraintes, c'est sûr, mais elles ont été. J'ai réussi à les intégrer dans ma vie. Je ne vais pas dire que j'ai très bien vécu, mais j'ai bien intégré jusqu'à partir en road trip en van pendant 3 semaines l'été. Voilà, à la fin de la chimio. Donc, au final, je me suis bien adaptée. J'en suis un bon exemple. Je suis consciente que j'ai pas eu de défaut de cicatrisation. Les choses se sont quand même globalement bien passées aussi au niveau physique. Donc, ça m'a aidé aussi à m'occuper vraiment de l'astomie et voilà, et de la vie de tous les jours. Et du coup, à quel moment, après, vous vous êtes dit avec ton équipe que c'était le moment de faire une remise en continuité et comment ça s'est passé pour toi? Alors, on m'avait annoncé pour la remise en continuité, si elle était faisable, puisque c'était une intervention de Hartmann. Donc, effectivement, moi, je l'avais lu que normalement, on pouvait le faire. Donc, j'avais ce risque-là déjà, donc j'avais toujours cette inquiétude de savoir est-ce que ma poche va être vraiment enlevée. On m'avait dit, le chirurgien m'en avait parlé, moi, je lui avais demandé avant, après la chimiothérapie. Je sais que dans certaines situations, je sais que ça peut être faisable lors de la chimio. Moi, j'ai fait le choix d'attendre même 2 mois après la chimiothérapie. C'était un choix de ma part. J'aurais pu programmer l'opération peut-être un peu plus tôt.
Je voulais laisser le temps à mon corps peut-être de mieux cicatriser, de récupérer un peu de la chimiothérapie, parce que ça reste une intervention chirurgicale. Et donc au mois d'août, donc fin de chimio au mois de juin, au mois d'août, j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien et on a vu ensemble, voilà, préparer l'intervention de remise en continuité. Il se trouve que ça a été peut-être plus difficile dans ma tête à ce moment-là, puisque ça veut dire une réadaptation. C'est-à-dire qu'elle a peur les principales peurs, c'est le transit. Comment il va être? Parce qu'au final, avec une poche, on a nos habitudes. Ensuite, il y a toujours cette appréhension du transit. On ne sait pas comment on va le récupérer. En sachant que j'ai très peu de côlon. Bon, je sais que certaines personnes aussi, suivant les interventions, la continence, ça me faisait peur. On me disait qu'à mon âge, ça pouvait revenir, mais effectivement, on a comme des stigmates entre les. Voilà. Et je crois aussi, a posteriori, je me suis rendu compte qu'il y a le choc de la première intervention. On a beau nous dire que cette intervention de remise en continuité est plus simple, beaucoup plus facile. Je pense qu'en tant que patient, entre le parcours, la maladie, les interventions, les traitements, etc., on arrive comme dans un état avancé, un petit peu de tension interne. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Sur le moment, je l'ai pas ressenti. Là, je suis passée par toutes les peurs. Avant le rétablissement en continuité, je me suis dit, rebelote, je vais pas avoir de vie, ça va être dur, je vais souffrir. Enfin, je crois que j'ai eu le cortège d'appréhension. Donc, le chirurgien m'a fait patienter un tout petit peu, et c'est là que j'ai rencontré, j'ai fait quelques recherches et je me suis inscrite à mon réseau cancer colorectal. Et effectivement, j'ai pu poser toutes mes questions. Donc, c'est vraiment chouette, puisque je pense que ce genre de questions, finalement, quand on le vit, un patient qui a vécu un rétablissement de continuité et à même vraiment de partager son parcours déjà, puisqu'on est chacun est unique, hein. On n'aura pas forcément les mêmes réactions physiques, mais ça a été important pour moi, psychologiquement, je crois. Et au final, j'ai été opérée au mois de novembre. L'opération s'est très bien passée. C'est très rapide, effectivement, c'est incomparable avec les interventions qu'on peut avoir avant. Physiquement, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu un peu de douleur parce qu'on m'a réparé une éventration. Donc, j'ai eu l'éventration plus le rétablissement. Mais je dirais au niveau vraiment opératoire pur, c'est quand même beaucoup plus léger. Ensuite vient en fait pas le plus dur, je dirais, mais le fait que la reprise du transit et la reprise du fonctionnement normal de notre corps. Là, il faut être un peu patient, très patient. Voilà, c'est-à-dire que c'est plusieurs passages aux toilettes dans la journée, pendant un petit moment, voire un grand moment aussi, peut-être pour certaines personnes. Faut être patient. En fait, finalement, ça va avec le temps de cicatrisation, puisque j'ai été opérée en laparotomie, donc finalement, je l'ai passé en mode cicatrisation et toilette. Voilà. Mais voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions, on adapte l'alimentation, j'ai essayé de conserver une activité physique minimum, et cetera, pour aider le corps de transit. Et c'est vrai que le système digestif est quand même, je pense nous, on a envie que ça aille vite, mais le transit, il peut pas revenir, même les réflexes en bas, et cetera. Donc j'avais bien préparé, j'avais hydraté, et cetera, voilà. Mais effectivement, c'est encore un cap, mais globalement, ça se passe correctement. Et en fait, on s'habitue un peu comme la poche, mais en mieux quand même, sans poche. On s'habitue à notre nouvel état. Effectivement, notre système digestif ne sera pas comme avant de toute façon. Donc ça, c'est une fois qu'on l'a compris, et on sait que c'est aussi pour nous soigner pour aller vers la guérison ou au moins une stabilisation de notre maladie, c'est quand même plutôt positif. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les désagréments. Voilà. Bon, après, je En tout parle cas, vraiment de ma propre expérience. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage, je pense, très utile et de toutes ces étapes. Et tu pourras reprendre la parole autant de questions à la fin. Et je propose que... Je vous remercie. Vraiment, voilà, merci. N'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de partager un peu des choses que vous avez envie de partager sur ces expériences ou des questions que vous pouvez avoir. On a donc un onglet questions. On vous invite à mettre vos questions et on va tout de suite passer la parole au professeur Lefebvre qui va donc nous dire un petit peu justement
voilà, rappeler finalement le besoin de stomie et pourquoi, et à quel moment on va pouvoir envisager la remise en continuité. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc effectivement, parler un peu de remise de continuité sous-tend qu'on fait une stomie. Donc là, on est on est avec mon réseau cancer, mais évidemment, on fait également des stomies pour les maladies inflammatoires, la maladie de Crohn, l'endométriose, les complications infectieuses. On va principalement parler du cancer, mais il y a évidemment beaucoup d'autres indications. La première, ça reste le cancer colorectal. C'est 50 000 nouveaux cas tous les ans en France. Et donc, on va essayer de voir un peu les différentes indications. Ça va être assez simple de se rappeler que le cancer colorectal, c'est le côlon qui mesure 1,5 m et puis le rectum qui mesure 15 cm. Et vous allez voir que c'est surtout pour les cancers du rectum, on va avoir besoin d'une poche, sauf effectivement dans les rares cas comme Marie où la chirurgie est faite en urgence et on ne peut pas faire de rétablissement de la continuité. Globalement, pour les cancers du côlon, il y aura très rarement besoin d'une stomie parce que pour un cancer du côlon droit, il suffit d'enlever le côlon droit. Là, le cancer est représenté par cette étoile. Les pointillés représentent le curage, tous les ganglions qu'on enlève pour avoir un stade définitif. Et la couture, elle va être faite entre l'intestin grêle et le côlon. Et comme c'est une couture qui est très loin de l'anus, le risque de complications de cicatrisation est faible. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une stomie. Donc, un cancer du côlon droit pas opéré en urgence, normalement, il n'y a pas de stomie. C'est exactement la même chose pour les cancers du côlon gauche les plus fréquents, notamment le cancer du sigmoïde, qui est la localisation la plus fréquente. On va enlever du côlon de part et d'autre, souvent une dizaine de centimètres de marge. On va enlever plein de ganglions et on va faire une anastomose, donc une suture, qui s'appelle une anastomose colorectale entre le côlon au-dessus et le rectum. Et là encore, c'est une suture qui est loin de l'anus et le risque de complications est très faible. Donc globalement, pour les cancers du côlon, c'est quand même des chirurgies qui sont maintenant assez codifiées. Pas besoin de préparation la plupart du temps. C'est très rare de devoir mettre une stomie. C'est moins de 5% des cas. Par exemple, si la chirurgie est compliquée, les tissus sont très fragiles ou c'est très inflammatoire, et on reste 2-3 jours à l'hôpital. Et vous voyez que le risque de complications de fistule, il est de 5-7%. Donc ça ne justifie pas de mettre une stomie. Et donc, c'est complètement différent pour les cancers du rectum, parce que là, évidemment, en fonction du bilan, donc vous savez qu'on fait une IRM, voilà, on va avoir deux problèmes. La distance par rapport au sphincter, est-ce que je vais avoir suffisamment de tissu sain entre la tumeur et le sphincter pour le garder? Parce que si je n'ai pas assez de distance, là, je vais être obligé de faire une stomie qui est définitive, parce que je ne peux pas garder le sphincter. Et puis, savoir si j'ai besoin de faire un traitement préopératoire pour faire diminuer de taille la tumeur. D'accord. Et donc, la prise en charge est vraiment de plus en plus complexe. Je ne vais évidemment pas détailler, mais ça, c'est pour vous montrer toutes les différentes possibilités de séquences thérapeutiques avec de la chimiothérapie, de la radiothérapie, etc., en fonction des tailles de cancer. Donc, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Mais globalement, les petites tumeurs, on va essayer de les enlever par voie transanale. D'accord. Et les tumeurs moyennes, on commence à avoir des stratégies où on va éviter la chirurgie du rectum, notamment pour éviter la pose de la stomie. Mais ça encore, c'est des choses qui doivent être faites dans des centres experts. D'accord. Globalement, la plupart du temps, on va retrouver à peu près le même schéma thérapeutique, la même opération que pour un cancer du côlon, sauf qu'il faut se mettre 5 cm en dessous de la tumeur du rectum. Et que donc, on se retrouve, ici, là, le sphincter est représenté en marron, à faire une couture qui va être très proche de l'anus, voire quasiment sur l'anus. Donc, c'est l'anastomose colorectale ou coloanale. Et là, comme on est très proche de l'anus, on va avoir un risque de complications anastomotiques et d'anastomose qui va un peu se désunir, qui va être très important. Et c'est pour ça qu'on a ces taux. Donc, ça, c'est trois études qui parlent des cancers du rectum. Mais vous voyez, 15%, 16%, 16%, 18%, ça c'est le taux de complications anastomotiques, d'abcès, de péritonite qui vont survenir parce que la couture est très à risque d'être désunie. D'accord. On connaît tous les facteurs de risque que la couture ne tienne pas, l'anastomose coloanale. Les hommes, comme je vous l'ai dit, plus l'anastomose est basse, plus elle est proche de l'anus, plus
le risque de fistule est important. Le fait d'avoir une radiothérapie, et très souvent dans les cancers du rectum, on fait une radiochimiothérapie, et puis après, obésité, corticoïdes. Enfin, il y a plein de facteurs qu'on connaît, mais sur lesquels on n'a pas beaucoup de modifications. La taille de la tumeur, l'âge du malade, le diabète, tout ça, on ne peut rien y faire. Et donc, on est obligé très souvent de traiter ces complications. Et là, je vous montre ce qui se passe. Par exemple, là, vous voyez, il y a un gros abcès qui est survenu à côté de la suture colorectale, et donc on demande à nos collègues radiologues de drainer ou de faire une endoscopie. Là, vous voyez la couture entre le côlon et l'anus, et puis juste au-dessus, vous voyez cette fameuse fistule, cette désunion, ce lâchage de la couture qui va être responsable de symptômes. Et donc, c'est pour ça que très souvent, on va mettre une stomie de protection pour que les selles sortent dans la poche et qu'il n'y ait rien qui passe au travers de cette suture colorectale ou coloanale pour lui laisser le temps de cicatriser, et que même s'il y a une petite fistule, un petit trou, comme il n'y a pas de sel et de transit qui passe au travers de la couture, il y aura beaucoup moins de conséquences, par exemple beaucoup moins de péritonite. D'accord ? Et donc cette stomie, elle est quasiment systématique pour toutes les anastomoses, les sutures basses. Donc en gros, la plupart des cancers du rectum vont avoir une suture qui va être protégée par une stomie, qui normalement est temporaire, et habituellement, c'est un peu ce qu'a raconté Marie, c'est 3 mois, c'est-à-dire qu'on va faire la chimiothérapie post-opératoire si elle est indiquée, et on commence à discuter avec le patient de la fermeture de la stomie, du rétablissement de continuité après ce traitement. Et donc, ce qui fait que maintenant, un cancer du rectum, une fois qu'il est réséqué, c'est 4-5 jours à l'hôpital. Mais on va bien sûr avoir tout cet impact sur la fonction digestive, parce qu'avoir une radiothérapie, ne plus avoir de rectum ou une partie du côlon, on va avoir un impact sur le transit. Mais tant qu'on est en stomie, évidemment, on ne peut pas se rendre compte de la fonction digestive. D'accord ? Le deuxième cas où il y a une stomie, je vous l'ai dit, c'est les tumeurs du très très bas rectum quand le sphincter est envahi, ou par exemple les cancers du canal anal. Et là, il n'y a pas d'autre solution que d'enlever tout le rectum, mais également l'anus. Et là, c'est une stomie avec le côlon, mais qui est définitive parce qu'on ferme le périnée. Donc ça, avec les nouveaux traitements, la radiothérapie, la chimiothérapie, on a diminué au maximum le risque en essayant de faire diminuer de taille de tumeur et de pouvoir couper et garder le sphincter, mais il reste un taux de stomie définitive en fonction de la localisation tumorale. Et puis l'autre cas où la stomie qui était censée être temporaire pour protéger la couture va devenir définitive, et bien c'est si on a ces complications anastomotiques. Donc là, nous, on avait regardé à Saint-Antoine, parce qu'on a une grosse cohorte de patients, on a effectivement, en gros, 18% de malades qui vont avoir un problème malgré la stomie. La stomie, elle est en place, mais ils vont avoir un petit abcès, donc on le traite. Et puis, il y a des malades qui vont avoir besoin d'une deuxième opération pour refaire la couture. Enfin, il y a plein de traitements possibles, mais on arrive, en tout cas dans un centre expert comme Saint-Antoine, à avoir 3 à 4% de malades qui vont garder leur stomie, qui devait être temporaire, mais à cause de complications au niveau de la suture, va devenir définitive. D'accord ? Et dans des centres moins experts, ce taux de stomie qui était temporaire et qui devient définitif à cause d'une complication post-opératoire, il peut monter jusqu'à 20-30%. D'accord ? Donc, on a quand même des fermetures de stomie pour l'écrasante majorité des patients quand c'est une iléostomie de protection. Il y a 2 moments où on peut fermer la stomie. Il y a quelques cas où on peut la fermer dans les 10 jours qui suivent l'opération. C'est ce qu'on appelle une fermeture précoce. Il faut bien sûr que les suites post-opératoires soient parfaites, pas de fièvre, pas d'abcès, pas de CRP, etc. Mais ça nécessite que cette deuxième opération, elle doit être faite dans les 10 jours, 10-12 jours après l'opération. Il y a plein de malades qui se sont remis de la grosse opération avec l'anesthésie générale et qui n'ont pas forcément envie d'avoir tout de suite une deuxième opération. Mais pour certains malades motivés, c'est possible. Ça pose un peu des problèmes d'organisation au bloc opératoire, mais c'est possible. Et ça permet donc à des malades d'avoir une stomie pendant 1 semaine, 10 jours et de sortir de l'hôpital sans poche. La plupart du temps, néanmoins, on va garder cette iléostomie pendant 2 à 3 mois, parfois un peu plus s'il y a notamment 6 mois de chimiothérapie post-opératoire, et on va pouvoir discuter le rétablissement de la continuité. L'examen phare, c'est le scanner ou une opacification pour être sûr qu'il n'y ait pas de toute petite fistule persistante. Et par exemple, là, je vous montre un scanner.
Là, vous voyez le produit de contraste qui passe dans la couture. Et là, on voit un peu de produit blanc qui sort du côlon. Et donc, il y a toujours un petit trou. On ne peut pas fermer la stomie avec un scanner comme ça. Il faut attendre que le trou se ferme. De l'autre côté, là, vous voyez l'opacification qui est le produit qui est passé soit par l'anus, soit par la stomie. Il traverse tout le côlon. Il passe au travers de la couture. Il n'y a aucune fuite ni à droite ni à gauche. On peut donc programmer la fermeture de stomie. C'est effectivement, comme l'a dit Marie, une opération qui est un peu plus petite, surtout quand c'est juste une iléostomie qui est à fermer. Marie, c'était un rétablissement de Hartmann qui est un peu plus lourd, mais une fermeture de stomie quand c'est l'intestin grêle qui a été mis à la peau, vous allez voir qu'on peut même maintenant le faire en ambulatoire. Donc, il y a toute une consultation préopératoire, à commencer par regarder le résultat de cette opacification qui a été faite au scanner pour être sûr que l'anastomose est bien congruente, bien expliquer au malade comment ça va se passer en post-opératoire, l'infirmière, les soins, mais ça, je pense que Daniel en parlera, et la consultation d'anesthésie. Et c'est une intervention, là, vous voyez, une iléostomie, l'intervention, elle est beaucoup plus simple parce qu'on ne rouvre pas le ventre, on a juste à désinsérer l'intestin grêle qui est à la peau, faire une courte résection et faire la suture entre les deux bouts de grêle qui sont à la peau. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple qu'un rétablissement de Hartmann. Ça dure à peu près 1 heure et on s'est rendu compte que maintenant, on pouvait faire cette chirurgie en ambulatoire. Ce qui fait que maintenant, les malades, la majorité, ceux qui habitent notamment proche de Saint-Antoine, ils arrivent le matin de l'opération, ils sont mis en première position, on les opère à 8 heures, ça dure à peu près 1 heure, un peu en salle de réveil, on va en hospitalisation jusqu'à 15-16 heures, on vérifie que tout va bien et le malade, il rentre chez lui. Donc c'est effectivement une opération qui est quand même beaucoup plus légère qu'une résection du rectum. Et ça permet que, actuellement, quand on a commencé, c'était 20%, mais de plus en plus de centres maintenant font des fermetures de stomie en ambulatoire et probablement 75 à 80% des patients pourraient avoir cette fermeture en ambulatoire. Et sinon, habituellement, c'est 1 à 3 jours à l'hôpital. D'accord. Toutes les stomies peuvent être fermées comme ça. Et il y a et ça c'est à peu près les mêmes chiffres, que le malade sorte le jour de l'opération ou au 2e ou au 3e jour, en moyenne, il y a 10 à 15% des patients qui vont reconsulter pour des douleurs, un peu de saignement ou des difficultés de cicatrisation. Et puis après, on va aborder ensemble la reprise du transit. 2 diapos sur les alternatives, parce qu'évidemment, on cherche tous à éviter de faire des stomies, à commencer par les patients. Marie, c'est l'exemple typique à partir du moment où le mot de stomie a été prononcé par le chirurgien, le reste est un peu oublié parce que tous les patients, assez logiquement, sont très attentifs à ça et ça change beaucoup. Et donc, il y a plusieurs essais. Il y a un essai Grécard 17. Grécard, c'est un groupe de recherche sur le cancer. Et comme on s'est rendu compte, je voulais montrer que c'est 15% de complications au niveau de la couture. Ça veut dire qu'il y a quand même 85% des malades qui ont une stomie sans problème. Et ça, c'est un essai qui est terminé. On n'a pas encore les résultats, mais où on a essayé de sélectionner les indications et peut-être voir s'il y avait des patients qui pouvaient éviter la stomie parce qu'ils avaient un risque de complications extrêmement faible. D'accord ? Ce n'est pas encore validé. La référence reste de faire une stomie à tout le monde. Une autre possibilité, c'est comme il faut quand même protéger la stomie pendant 1 semaine, et il y a des laboratoires qui développent, par exemple, ce qu'on appelle le Colovac, qui est un stent qu'on met dans le côlon juste après l'opération du rectum. Et les selles vont passer dans le stent et dans une gaine en plastique, et donc ne pas passer au travers de la couture. On attend 9 jours. Et si le scanner est bien, on enlève juste ce stent par une courte endoscopie qui dure 1/4 d'heure. Et donc, le malade n'a pas eu de stomie. L'idée étant de proposer pour les 85% des malades qui ne vont pas avoir de complications post-opératoires un moyen quand même de protéger la suture digestive qui a été faite grâce à la gaine et au fait que les selles passent dedans, mais sans la stomie et la 2e opération, l'anesthésie générale, etc., etc. Mais tout ça, c'est donc des alternatives pour vous montrer qu'évidemment, on essaye au maximum de réduire l'impact de ces stomies. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis je laisse Daniel nous parler un peu peut-être de l'aspect infirmier, et puis après on pourra discuter de la reprise du transit si vous voulez.
Donc, bonjour et je vous remercie également de m'avoir invité à présenter ce sujet. Donc, effectivement, la question j'ai entendu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la FET, donc l'Association française d'entérostomathérapeutes, dont je suis la présidente. C'est une association d'infirmières qui ont fait la formation de stomathérapeute. Donc, on est assez peu en France, hein, donc effectivement, il n'y en a pas partout, malheureusement, pour les patients, mais on essaye un peu de développer cette expertise pour que tous les patients stomisés aient accès à une stomathérapeute, une ou un. On a tendance à dire une parce qu'on est une profession très féminine, mais il y a des messieurs aussi, voilà. Alors, le rôle de l'infirmière stomathérapeute, jusqu'à il y a encore peu de temps, il s'arrêtait à la stomie, justement. On se disait, une fois qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas besoin de nous, puisque nous, on est censé s'occuper des patients stomisés. Puis l'expérience a fait qu'effectivement, on s'est aperçu que les patients avaient quand même beaucoup de problèmes et d'interrogations une fois qu'ils se retrouvaient sans stomie, des problèmes en fait auxquels ils ne s'attendaient pas. Et souvent, ils n'avaient pas les réponses. Et puis, des angoisses majorées parce que comme ils ne s'attendaient pas à ça, ils ne savent pas trop comment réagir. Et quand même, de plus en plus, on est amené à prendre en charge les patients donc après les rétablissements en continuité. Enfin même avant qu'on les rétablisse, mais tout sur ce parcours-là aussi pour en fait pouvoir répondre à toutes leurs inquiétudes. Alors, avant donc qu'on les remette en continuité, l'idéal, c'est toujours l'idéal, ça ne veut pas dire que c'est fait partout, c'est d'avoir une consultation un peu préopératoire, toujours après la consultation avec le chirurgien, bien évidemment. Il est vraiment important d'avoir un temps dédié au patient qui va permettre de le rassurer, de l'informer, de lui permettre de se préparer et d'anticiper et de découvrir que certaines choses qu'il aurait pu percevoir comme anormales en post-opératoire, finalement, sont normales dans le contexte post-opératoire, qui ne sont pas normales dans la vie courante, mais par exemple, un transit très accéléré, beaucoup de selles en post-opératoire, c'est quasi normal. Quand on ne le sait pas, ça peut beaucoup affoler les gens. Donc, ce temps dédié, c'est vraiment, ça permet vraiment de un peu dédramatiser aussi. Alors, rassurer, ça a déjà été dit. Oui, c'est une nouvelle opération, certes. Donc, on va les opérer à nouveau, on va les endormir, on va avoir une anesthésie générale. Mais Marie l'a bien dit, c'est une intervention beaucoup moins lourde que la précédente. Ça n'a rien à voir. C'est une intervention courte qui va donner un temps d'hospitalisation réduit. Si bien sûr il n'y a pas de complications. Comme l'a dit aussi le professeur Lefebvre, c'est maintenant fait en ambulatoire. Sinon, c'est quand même 1 à 3 jours à peu près, donc c'est court. Est-ce qu'il y aura une nouvelle cicatrice? On nous demande souvent ça, mais non, en principe, les chirurgiens utilisent un abord sélectif, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir par l'orifice de la stomie. Par contre, j'en parlerai après, ils vont avoir une autre cicatrice, celle de la stomie. Il y a aussi rassuré, ils vont reprendre rapidement l'alimentation, ça veut dire qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux très vite, dans des conditions qui vont être quand même relativement assez bonnes. Alors, l'informer justement, parce que ça, je l'ai vraiment vécu en tant qu'infirmière, parce qu'ils se pensent qu'il n'y a plus de stomie, mais ils ne pensent pas que le fait d'avoir une stomie, il y aura forcément soit une cicatrice à cet endroit-là, soit même un orifice laissé ouvert. Alors ça, il y a plusieurs techniques, ce n'est pas fait partout pareil. Alors, je ne sais pas comment c'est fait à Saint-Antoine, mais parfois, l'orifice de stomie n'est pas refermé pour pouvoir éviter une infection et pouvoir éventuellement nettoyer. Et on laisse cet orifice, ce qu'on appelle en cicatrisation dirigée, ce qui veut dire qu'il y aura des pansements à peu près 3 fois par semaine, donc par une infirmière à domicile. Mais c'est vrai que les gens s'y attendent pas et des fois, quand ils sont pas prévenus, le fait de voir cet orifice, ça fait quand même peur. Alors, dans d'autres cas, c'est refermé, c'est un petit peu des écoles. Alors, je ne sais pas, on pourra interroger M. Lefebvre après pour lui demander comment c'est fait à Saint-Antoine. En tout cas, ces pansements, il faut le savoir parce que c'est aussi une organisation. Ça veut dire qu'il faut trouver l'infirmière, il faut trouver les pansements à mettre, etc. Et puis informer aussi sur la reprise du transit par les voies naturelles, bien les prévenir que les selles initialement seront liquides, seront en grande quantité, et que ça va amener à aller souvent aux toilettes, et que dans ce contexte-là, c'est pas inquiétant, c'est pas parce qu'on fait une complication, c'est vraiment, c'est normal. En plus, c'est des gens qui ont parfois eu la stomie longtemps, ça n'a pas fonctionné de façon, on va dire, par les voies naturelles depuis longtemps, et la reprise, elle est souvent un petit peu chaotique, on va dire. C'est pas facile à vivre. Alors, se préparer et anticiper, est-ce qu'il faut une préparation particulière? Bon, là, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit aussi Marie.
être en bonne forme. Ça veut dire qu'il faut faire cette intervention-là au moment où on est prêt physiquement et moralement. C'est sûr que les chirurgiens vont donner un temps, vont dire, moi, je peux vous opérer à partir de 3 mois, 4 mois, enfin, voilà ce qu'ils ont décidé. Mais si le patient se sent effectivement trop fatigué, pas en bonne forme, il vaut mieux attendre un peu qu'il y ait une période de récupération, parce que quoi qu'il en soit, c'est quand même une deuxième opération, c'est quand même une deuxième anesthésie. Il faut aussi que localement, avant l'intervention, il y ait une région anale saine, sans lésion. Alors, c'est vrai que c'est très important, avant d'être opéré, même pendant le temps de l'astomie, d'avoir une hygiène rigoureuse à cet endroit-là. C'est vrai qu'il n'y a pas de sel qui passe toute la période, mais c'est quand même une zone de macération, c'est une zone qui est quand même un peu humide, et donc il faut arriver à faire en sorte que la zone ne s'abîme pas, surtout que ça, c'est un petit peu, on va dire, c'est humain. Comme il n'y a pas de sel qui passe, certaines personnes ont tendance un petit peu à avoir une hygiène un petit peu moins soutenue, on va dire. Et c'est comme ça que peuvent se créer des lésions. Si on est déjà abîmé avant, on peut imaginer comment ce sera après. Alors, il n'y a pas besoin d'utiliser particulièrement des crèmes ou des produits avant, uniquement s'il y a une irritation périnéale. Sinon, si tout est sain, une hygiène normale, eau du robinet, savon pH neutre, et c'est tout. Alors, la rééducation périnéale, c'est-à-dire chez un kiné, c'est pas systématique du tout. Ça sera indiqué, et bien sûr, par le chirurgien dans certaines situations particulières, donc dans certaines interventions, parce que tous les patients n'en auront pas besoin. Par contre, il est possible de préconiser aux patients de faire quelques exercices de contraction volontaire du sphincter pour un peu renforcer les muscles. C'est vrai que c'est un sphincter qui n'a pas travaillé pendant un certain temps, donc on va un petit peu l'aider à travailler. Alors, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai trouvé un exemple de tableau d'exercice. Bon, c'est un exemple, c'est un exemple canadien, mais qui est tout récent. Ça peut être ça ou des choses dans Le principe, c'est vraiment de contracter le sphincter et de le relâcher, soit rapidement, soit au contraire d'essayer de retenir pour le faire travailler. Alors, cette fameuse incontinence fécale après remise en continuité, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que je ne parle pas du post-opératoire immédiat, mais tous les patients n'auront pas d'incontinence fécale, parce que la continence fécale, c'est assuré par plusieurs éléments. C'est à la fois le rectum, qui est un réservoir, les muscles qui sont le sphincter, et les nerfs. Et à partir du moment où aucun de ces 3 éléments n'est abîmé, la continence doit être normale. Alors, le problème, c'est que dans certaines interventions, bien évidemment, on a ces éléments qui vont être altérés. Et là, effectivement, peut se créer une incontinence. Par contre, c'est sûr que même si je le mets à l'incontinence fécale à distance, ce n'est pas une fatalité, n'est pas une obligation, mais en post-op, la fréquence des selles, leur caractère souvent très, très liquide, l'impériosité qu'il va y avoir peut entraîner des accidents, bien évidemment, parce qu'il faut courir aux toilettes. Encore faut-il, quand on est chez soi, ça va. Quand on est dehors, faut-il trouver les toilettes. Enfin, ça peut faire qu'effectivement, il y ait des accidents, mais ce n'est pas une incontinence qui va perdurer. Alors, une fois qu'on a eu la remise en continuité, les principaux problèmes rencontrés, les problèmes liés à cette remise en continuité, je ne parle pas de tous les problèmes post-op, ça peut être des douleurs à la défécation, c'est ce que décrivent le plus les patients, des fuites. Alors, ça peut être des fuites juste de gaz, des fuites de sel, les deux, des fuites soit la nuit, soit le jour, soit tout le temps. Des irritations cutanées, tout ça, ça va un petit peu ensemble. Quand on a des fuites, on ne peut pas toujours, en plus, si on est à l'extérieur, se nettoyer tout à fait correctement, ça va finir par abîmer la peau et ça peut entraîner aussi, on peut avoir aussi, après la remise en continuité, des saignements qui peuvent être très modérés ou plus importants. Alors, comment évaluer ces troubles? On considère, mais ça c'est très subjectif, parce que finalement, toutes les patients sont uniques. Là aussi, Marie l'a dit, on se rejoint bien. Et donc, ce que certains patients vont ressentir comme minime, pour d'autres, ça va être au contraire très, très important. Alors, ce qu'on considère en fait comme une gêne minime, c'est des petits saignements et assez occasionnels, des douleurs très modérées, des fuites minimes de gaz, 3-4 selles le matin. Donc ça, on considère que c'est des gênes minimes et acceptables. Par contre, à partir du moment où on a beaucoup plus de selles par jour, qu'on a une incontinence au gaz, aux sels liquides, qu'on a des diarrhées, des rectorragies, là, on considère que c'est un vrai inconfort et que c'est invalidant. Alors,
cette prise en charge des troubles fonctionnels, ça ne peut pas du tout, on s'en rend compte, être codifié parce qu'on doit la personnaliser, on doit l'adapter à chaque patient, à son ressenti, la perception que lui a des troubles. Hein. Comme je viens de le dire, il y a des patients qui vont avoir des fuites très, très minimes, style ils salissent un tout petit peu de leur slip, c'est tout. Et pour eux, ça va être dramatique, alors que certains autres patients vont avoir des fuites plus importantes et finalement, ils vont réussir plus ou moins à s'en accommoder. Et puis, ça doit être personnalisé aussi au degré d'inconfort qu'il ressent. Alors, comment mieux vivre la reprise du transit et gérer les fuites? Déjà, des mesures hygiéno-diététiques. Bon, l'intérêt du régime sans résidus plus ou moins strict, voilà, ça, c'est un petit peu comme les stomisés, hein, où on leur dit il faut que l'alimentation reste un plaisir. Hein, il ne faut pas s'enfermer non plus dans des choses qui deviennent très difficiles à tenir et puis qui ne sont pas du tout agréables. C'est réservé à des patients qui ont d'énormes débâcles, des choses comme ça. Sinon, c'est un peu un équilibre alimentaire et puis du bon sens. Et surtout, c'est un peu comme je dirais, comme pendant la stomie, hein. On apprend bien aux patients à repérer les aliments qui accélèrent le transit. Donc, effectivement, ces aliments-là, il faudra, à défaut de les supprimer complètement, les limiter. Hein. On n'est pas du tout sur des régimes draconiens, on est sur des régimes de bon sens, quoi, de faire en sorte que le plaisir n'entraîne pas trop d'inconvénients et vice-versa, quoi. Alors, bien sûr, parallèlement à ça, il faut conseiller une très, très bonne hydratation pour prévenir notamment la déshydratation. Peuvent être prescrits par les médecins des ralentisseurs du transit, des médicaments qui épaississent les selles. On peut faire aussi des petites rééducations, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, on fait travailler la contraction du sphincter. Alors ça, c'est des choses qui sont assez largement utilisées. Comment gérer les irritations cutanées? C'est pareil, des soins d'hygiène minutieux répétés, tout simplement ne jamais utiliser des produits agressifs, eau du robinet et le savon pH neutre. Hein. Alors moi, je ne vais pas citer de marque, mais il y en a qui sont parfaitement adaptés, pas chers. Hein. Donc, ce n'est pas la peine d'aller choisir des savons qui coûtent cher et qui finalement sont pleins de parfums, de colorants, etc. Hein, le plus neutre possible. Éviter la macération. On a toute une gamme de protection d'absorbants, etc., que les patients vont être amenés à mettre. Alors, ça peut être d'une simple petite protection à des couches, des choses comme ça. Hein. Mais ça, ça a un coût, ça c'est certain. Tout ça, ça coûte cher tout le temps qu'il n'y a aucun remboursement. Mais il faut vraiment choisir des choses de bonne qualité parce que des choses qui ne relarguent pas l'humidité. Hein. C'est comme pour les enfants, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a des protections. On fait le test en mettant la main. Quand elles sont mouillées, ça ne relargue pas du tout l'humidité. Donc, les fesses restent au sec. Et c'est pareil pour tous ces problèmes. Si on macère dans des couches qui sont de mauvaise qualité, automatiquement, on va macérer et on va s'abîmer la peau. Il faut prévenir, moi je dis ça, prévenir et donc le mettre de façon systématique quand on a des diarrhées et des selles très courtes de façon répétée dans la journée. Des applications de crème barrière ou de solutions de filmogène. Le principe, je ne peux pas citer de nom là parce que il y a des produits bien connus, c'est que ça forme un film qui va protéger la peau et qui en fait fait en sorte que les selles en sortant glissent sur ce film et ne vont pas être en contact direct avec la peau. Alors c'est des choses qui sont faciles à utiliser, faciles à administrer, faciles à nettoyer, qui ne salissent pas les slips, donc c'est des choses qui sont assez beaucoup ne sont pas remboursés non plus, hein, mais voilà. C'est des produits qui sont aussi largement utilisés en stomathérapie. Moi, je conseille vraiment de les mettre en prévention. Et une fois qu'on a malheureusement, si on a des lésions, parce que malgré tout ça, on peut en avoir, hein, si celles-ci sont modérées, on peut continuer à utiliser ces produits-là qui vont protéger et cicatriser des lésions modérées. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop important. Et puis après, on a d'autres produits plus spécifiques quand on a des lésions beaucoup, beaucoup plus importantes. Alors, la rééducation par un kiné, là non plus, ce n'est pas systématique. Hein. Ça dépend du type de chirurgie de stomie. Hein. On l'a vu, hein, il y a des chirurgies, notamment au niveau rectal, ce n'est pas du tout la même chirurgie que quand on fait d'autres types de chirurgie. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément besoin d'un kiné. Hein. Ce n'est pas du tout systématique. Ça dépend aussi du problème initial et si la maladie est contrôlée ou pas. Alors, ça, c'est une question qu'on
qu'on m'avait posée, parce qu'on m'a dit, ah, mais les kinés qui pratiquent la rééducation périnéale, c'est très difficile à trouver. Alors moi, j'ai quand même un petit truc. Alors, je ne sais pas si ça marche, parce que bon, on sait qu'il y a quand même des déserts médicaux des déserts médicaux et soignants un petit peu partout, hein, mais il y a un site, je l'ai mis là, où on peut cocher, il y a un annuaire des kinés qui pratiquent de la rééducation, et je ne sais pas si vous le voyez là, parce que c'est assez petit, mais on a même, on peut cocher le type de rééducation qu'on veut exactement. Anorectal, j'ai fait un exemple tout à l'heure, j'ai tapé un département, effectivement, bon, il n'y en avait que 2 pour tout le département, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, c'est toujours bon. Après, on peut aussi, des fois, si on a un kiné habituel, ils arrivent à se connaître entre eux, même si son kiné ne pratique pas de rééducation périnéale, il peut connaître quelqu'un qui le fait. C'est vrai que c'est assez difficile à trouver. Ça, par expérience, je l'ai vécu à chercher pour des patients dans certains endroits où on ne trouvait pas facilement. Alors, quelques mots, parce que je réponds un petit peu aux questions qu'on m'a demandé je réponds aux questions qu'on m'a posées plutôt sur le syndrome de résection antérieure du rectum, dont M. Lefebvre vous a parlé de la chirurgie. Ça va associer ce syndrome qui va se voir donc en post-opératoire, des troubles de la continence, des impériosités, des fragmentations des selles. Bon, j'ai résumé un peu. Ça se voit quand même à peu près sur la moitié des patients opérés d'un cancer du rectum qui ont eu donc une prothectomie, c'est-à-dire on retire le rectum, avec une anastomose soit colorectale, soit coloanale. Donc ces patients-là, eux, ils ont un vrai trouble de la continence. Et ce syndrome, il va associer plusieurs types de thérapies. Là, on va faire de la rééducation périnéale. On peut faire une irrigation transanale. Je vais vous détailler un petit peu plus loin ce que c'est, voire de la neurostimulation sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'irrigation transanale? Bon, là, je vais donner un nom parce qu'il n'y en a qu'un, donc je ne fais pas de publicité pour un plus que pour l'autre. C'est le péristine, que vous connaissez peut-être. Le principe, c'est un lavement rétrograde, donc qui se fait par les voies naturelles, où on introduit de l'eau dans le rectum à l'aide d'une sonde rectale à ballonnet. Le résultat, ça donne une vidange complète de toute la partie inférieure de l'intestin. Et les indications, c'est la prévention de l'incontinence fécale et de la constipation pendant 2 jours au maximum. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est le patient qui va un petit peu choisir le moment où il va évacuer ses selles pour le reste du temps être assez tranquille. Donc, vous voyez, on a les 2 versants. C'est utilisé pour l'incontinence, mais aussi pour la constipation. Bon, là, on est plutôt évidemment sur le versant incontinence. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est une irrigation transanale. Ça nécessite bien évidemment une éducation du patient. On ne met pas ça en disant, voilà, vous allez vous faire un lavement. Et il faut aussi, bien sûr, un aval du chirurgien, parce que s'il y a des sutures, il faut faire attention. Donc, il ne faut pas le faire si le chirurgien n'est pas d'accord. Alors, pour terminer, la question, c'est est-ce qu'on peut revenir à l'astomie ou est-ce que ça se fait souvent? Oui, on peut revenir à l'astomie, mais alors là, ça fait une 3e opération, donc il faut quand même réfléchir, parce que ça devient un parcours qui est un peu lourd. Mais oui, le retour en arrière est toujours possible. Ça, nous, on l'a fait dans le service où je travaillais pas fréquemment, même rarement, mais c'est arrivé 2-3 fois. Il faut bien prendre en compte la balance bénéfice-risque, voir si vraiment tous les inconvénients qu'a le patient sont quand même pas supérieurs ou inférieurs aux bénéfices. On reste encore refaire une chirurgie. Alors, ça sera envisagé si la remise en continuité est un échec, et si la qualité de vie est très altérée. C'est donc des gens qui vont aller 15-30 fois aux toilettes, mais ça dure depuis plusieurs mois après l'intervention. C'est pas juste les quelques premiers jours, donc ça, c'est plus possible pour eux. Donc, il y a des gens qui demandent à être effectivement remis en stomie. Voilà, moi, j'ai terminé sur ma partie. Merci beaucoup pour vos présentations. On a pas mal de questions, mais déjà vraiment, je crois que vous avez apporté un éclairage très pédagogique, illustré et en même temps accessible. Donc voilà, merci vraiment à vous deux. Et avec Oriane, on va donc essayer de reprendre un peu les différentes questions. Alors, il y avait une question autour de l'hospitalisation. Vous avez mis en avant, professeur Lefebvre, le fait que la chirurgie ambulatoire se développait pour la remise en continuité, ce qui est, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ces chirurgies ambulatoires
développe dans différents types de prise en charge. Et du coup, la question, c'est, on avait l'habitude en digestif de dire, on sort quand il y a une reprise du transit, une reprise des gaz. Là, en fait, forcément, si on sort tout de suite, probablement, ce n'est pas le cas. Comment gérer ou est-ce qu'il y a des conseils particuliers, des choses à dire aux patients sur cette reprise des gaz et du transit? Oui, non, c'est sûr. Non, on fait des progrès tous les jours. Et moi, je fais des opérations que je ne faisais pas quand j'étais jeune interne. Moi, quand j'étais interne, par exemple, c'était sonde dans le nez en post-opératoire systématique jusqu'à ce que le transit soit revenu et que les gaz soient sortis. On s'est rendu compte que ça servait absolument à rien, mais c'était le dog de l'époque. Et voilà. Donc, pour la fermeture de STOMie, on s'est rendu compte que les risques de complications de la suture qu'on va faire en fermant l'intestin grêle, c'est 1% des cas. Donc, voilà. Et avec le scanner opacifié, on est certain de la congruence de l'anastomose. Donc, les risques de problèmes sont extrêmement faibles et il y a, comme je vous l'ai dit, 4-5% des malades qui reviennent, principalement parce qu'ils ont un peu de nausée le lendemain et que peut-être ils n'ont pas bien pris les traitements. Mais c'est effectivement, si on veut faire une prise en charge ambulatoire, il y a un gros temps de conseil et de consultation. Et nous, typiquement, on travaille avec une société d'infirmières, ce qui fait que quand le malade il a sa date opératoire pour la fermeture de STOMie, il a une infirmière qui va l'appeler le lendemain. Bon, c'est moi qui vais venir dès le lendemain d'opération pour la mèche, parce que nous, effectivement, comme l'a dit Daniel, on ne ferme pas la peau parce que sinon, c'est 20% d'abcès de paroi. Donc, on préfère une cicatrisation progressive avec des mèches. Mais le malade, il sort avec ses ordonnances d'antalgiques, ce qui fait que le jour d'opération, il ne va pas faire la queue à la pharmacie pendant 10 minutes ou une demi-heure en ayant mal au ventre. Tout est déjà prévu en amont et c'est l'infirmière qui va apporter les mèches. Et donc, tout est organisé pour le soin. Et puis, effectivement, on lui explique déjà comment ça va se passer. Et c'est vrai que quand on ferme une iléostomie, donc la stomie de l'intestin grêle, après une exerce du rectum, le premier mois, c'est un chaos complet la plupart du temps. Et donc, il faut que le malade il sache effectivement que ça va être n'importe quoi, que ça va être des allers-retours avec les toilettes, qu'il va y avoir un peu des urgences, qu'il peut y avoir un peu des fuites, qu'on peut y retourner 3 minutes après, ça s'appelle la fragmentation des selles, et c'est assez gênant. Et puis que ça va s'améliorer beaucoup pendant les 2-3 premiers mois, mais ça continue pendant 12 à 18 mois après. Comme les malades, c'est des cancers, la plupart du temps, ils sont suivis tous les 3-4 mois pour la surveillance avec des scanners, etc. On note cette progression. Mais il y a effectivement beaucoup d'explications à faire en amont si on veut une prise en charge en ambulatoire. Ça, c'est sûr. Alors, merci. On a une question de Corinne qui nous dit que comment on peut faire finalement, est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour mieux maîtriser ces selles et limiter les ballonnements, les nausées, etc. Alors qu'elle fait de la marche, qu'elle a essayé d'adapter son alimentation. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place? Alors, il y a malheureusement aucune recette miracle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est impossible de prédire à un malade, avant de fermer la stomie, ce que ça va donner. Et troisièmement, le ressenti d'un malade avec les mêmes symptômes n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un patient de 40 ans qui travaille en open space ne va pas du tout tolérer aussi bien des symptômes qu'un retraité qui est tranquille à la maison et qui va faire son bridge, pour caricaturer un peu. Mais donc, les mêmes symptômes n'ont pas du tout le même impact sur la qualité de vie. Donc, c'est très compliqué au départ. On connaît les facteurs de risque de mauvais résultats fonctionnels. Plus la couture est basse, plus on a enlevé le rectum, moins le résultat sera bon. Si on a fait de la radiothérapie, moins le résultat sera bon. Et s'il y a une complication post-opératoire avec de la fibrose autour, qui a eu un petit abcès, ça sera moins bon. Une fois qu'on a dit ça, ça reste imprévisible. Et donc, il y a toute une séquence que tous les chirurgiens colorectaux connaissent, c'est-à-dire que souvent, le premier mois, on ne fait pas grand-chose, à part peut-être un peu d'imodium, de ralentisseur du transit, quand il y a vraiment des diarrhées. Et puis après, ce qui marche le mieux, c'est un peu les régimes. Mais là encore, chaque malade va avoir des produits qui supportent bien ou pas. Et donc, moi, j'ai des malades qui me disent, moi, les tomates, je ne peux plus. D'autres, c'est les avocats. J'ai compris, et ben, ça va vachement mieux. Il y a un peu les horaires d'alimentation. Et puis après, quand on est vraiment très gêné, qu'on a un LARS, donc ce syndrome de la résection du rectum qui est assez cogné, ce qui marche le mieux, c'est les irrigations, les lavements, soit par un petit normacol ou un petit lavement, mais qui ne remonte que sur 10-15 cm, d'accord ?
Et si on a des problèmes de continence, c'est difficile de retenir un peu l'eau pour que ça fasse une grande vidange. Et c'est là où le péristine, avec ce ballon qu'on peut gonfler, qui va permettre de faire remonter l'eau bien plus haut dans le colo et donc de vider beaucoup plus de matière, fait que les malades sont tranquilles tous les 2-3 jours. D'accord. La neurostimulation sacrée, ça marche un peu, mais c'est assez variable. Et l'astomie, qui est la dernière étape, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Daniel, c'est moins de 5% des malades qui demandent à être remis en stomie. Mais il faut bien comprendre que quand on les remet en stomie, ça ne va pas être une stomie avec l'intestin grêle, et donc les selles très liquides, ça va être une colostomie à gauche, avec des selles qui sont beaucoup plus pâteuses, et une stomie qui se gère bien plus facilement qu'une iléostomie avec des selles qui sont moins acides. D'accord. Mais donc ça, il faut vraiment tester les différents traitements. Il y a plein de médicaments. La colopathie fonctionnelle, les douleurs abdominales, c'est la première cause de consultation des gastro. Donc en pharmacie, il y a des dizaines de produits pour soit aller à la selle, soit avoir un peu moins mal, le Débrida, le Smect. Enfin, il y en a plein. Donc il faut tester différents trucs, un peu aidé par le chirurgien, mais globalement, ce qui marche le mieux, je trouve, ça reste encore les lavements, soit Normacol, soit Péristine, pour passer en gros la première année, qui est vraiment la plus difficile. Et après, la plupart des malades, c'est 80% de malades qui ont un résultat fonctionnel bon ou moyen, mais qui permet quand même de sortir, etc. etc. Merci beaucoup. On peut peut-être demander à Marie si elle a des trucs et astuces de son expérience, puisque là, maintenant, ça fait voilà, quelques mois, presque un an, je crois. Hein, c'est ça que tu as fait cette remise en continuité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la cinétique, justement, première semaine, à partir de quand c'était un peu mieux, et puis est-ce qu'aujourd'hui, tu es libre comme l'air pour prendre ton van, aller te balader et nager? Alors, c'est vrai que oui, le premier mois, hein, c'est vrai que j'ai la référence du temps de cicatrice de toute façon. Le premier mois, c'est très compliqué, mais bon, il faut laisser faire les choses, hein, comme le disent bien les spécialistes. Le transit doit se remettre en place. Ça fait plusieurs mois que ça fonctionne pas. Il faut accepter ce temps-là. Après, il faut se connaître également au niveau alimentaire. Ben, effectivement, il y a des disparités importantes entre chaque personne. Il y a moi, je sais que déjà par rapport à l'astomie, je savais qu'il y a des aliments que j'ai évités. Il y a tout ce qui est fibres. Effectivement, si on a un rendez-vous, qu'on veut aller à la plage l'après-midi, ou un rendez-vous qui va nous prendre l'après-midi, on va peut-être éviter de manger. Moi, j'adapte mes repas. Voilà, en fonction de mes activités ou avec qui je vais les passer, j'adapte aussi mes repas. C'est de l'intelligence au final que j'ai appris grâce à la poche, mais finalement au rétablissement, c'est la même chose. Alors avec des différences, ça change. Ensuite, on tolère des repas. Tout ce qui est graisse, par exemple, je sais que chez moi, un riz poisson au restaurant qui peut paraître très bien, je ne le tolère pas du tout. Hein. Chez moi, j'ai pas de difficulté puisque c'est plus riche tout simplement. Donc, c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir recours à des ralentisseurs. Moi, je ne suis pas très fan des médicaments, mais ça m'a aidé dans un contexte justement de rendez-vous, de sortie. Au moins, j'étais sereine. Je me dis, je ne vais pas passer ma vie aux toilettes. Et ensuite, j'ai commencé, moi, l'immunothérapie. Donc, je suis dans une autre phase. Donc, c'est pareil. Là, moi, mon transit, je pense qu'un conseil que je donne, il faut laisser son corps un peu tranquille. On fait ce qu'on peut avec les outils qu'on nous donne, les médicaments, l'alimentation. Mais ensuite, les outils voilà, de lavement, par exemple, pourquoi pas. Mais ensuite, quand on cumule souvent des traitements, donc le système digestif, il reste troublé chez moi. Hein. Je peux aller des journées, clairement, 7 fois. Hein. Et le lendemain, je vais y aller 2. C'est comme ça. Bon, ensuite, je signale que je ne travaille pas. Donc, je suis moins focalisée dessus. Là, je vais reprendre, donc effectivement, j'adapterai mes repas. Voilà, je pense que le week-end, je mangerai un peu plus. Je me ferai plaisir ou avec des amis, chez mes parents, là où je suis à l'aise pour aller aux toilettes. Il y a quand même cette réalité-là qui reste présente. Mais pour ça, il faut se faire plaisir à côté quand même. Tout ce qu'on peut faire autrement, je pense que ça, c'est le conseil que je donne aussi beaucoup. Des choses qui nous donnent envie, qui nous font plaisir et qu'on reste moins focalisé sur cet aspect-là, quoi. Parce que la détente contribue au bien-être du système digestif aussi. Se détendre, bon petit massage des pieds, voilà. Il y a beaucoup de questions. D'une certaine façon, ça peut être un peu compliqué d'y répondre parce que vous l'avez bien dit, tout est assez individuel, etc. Mais il y a quand même pas mal de questions sur l'alimentation,
les fibres? Est-ce qu'il y a des choses, des conseils pour améliorer ces problèmes de fragmentation qui sont gênants? La Est-ce qu'il y a fragmentation, ce qui marche le mieux pour la fragmentation, c'est les lavements. Ça, c'est sûr. Parce que la fragmentation, c'est que le rectum il a été enlevé et que le côlon, ça marche beaucoup moins bien pour bien évacuer les selles. Et donc, si on fait des allers-retours et qu'aller aux toilettes, c'est une selle mais qui dure 3 heures, et le lavement qui accélère tout ça reste le plus efficace le temps que le sphincter y récupère. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelques questions sur la rééducation périnéale. Il y a effectivement un essai d'Émilie Duchalet auquel on a participé qui est terminé. Les malades étaient randomisés, donc tirés au sort entre un peu de rééducation avant même de fermer la stomie et puis après la fermeture de stomie ou pas du tout parce que pour le moment, ce n'est pas recommandé. Donc, on attend les résultats. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si, quand on voit les malades et qui ont fait de la kiné, est-ce que s'ils n'avaient rien fait, qu'ils avaient juste laissé les 3-4 mois évoluer avec l'amélioration inéluctable du résultat, est-ce que ça aurait changé? Alors, est-ce que la kiné permet peut-être de gagner 3-4 mois? Probablement, l'essai pourra répondre à cette question. Mais il faut effectivement que ça soit fait par quelqu'un qui connaît bien une fois que le chirurgien a donné son go. Et c'est vrai que le site de la FREP, moi, je le conseille à tous les patients parce que c'est hyper bien fait. On peut choisir si on veut un homme, une femme, la région, etc. Parce que c'est du biofeedback. Donc, on met une petite sonde dans l'anus. C'est pas, voilà. C'est un peu comme la kiné de rééducation après un accouchement. Donc, il faut être un peu en confiance avec le kiné. Et puis, il faut qu'il sache un peu ce qu'il fait. Donc, voilà. Donc, on relaie, sachez qu'on relaie ces ressources. Merci beaucoup, très, très intéressant. Donc oui, on relaie ces ressources. Bien sûr, la webconférence sera en replay. Vous avez montré effectivement ces innovations qui peuvent être de l'ordre de la chirurgie, des prises en charge, du type de péristine. Il y a aussi des nouveaux modèles coniques, ou je ne sais plus exactement, là dont Cyril reparlait. On voit toute la place très importante. Tout le monde ne connaît pas les stomathérapeutes au départ, on ne sait pas toujours. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment très important que tous les patients et les proches sachent que si on est concerné par ce type de cancer, ça vaut la peine d'aller voir quelqu'un qui connaît bien, se renseigner, pas hésiter. Je vous coupe, c'est plus que ça vaut la peine, c'est que maintenant c'est une obligation. Obligation, voilà, génial. Les recommandations qui ont été écrites par plusieurs sociétés savantes, dont la SFCD et dont j'ai participé avec Daniel, c'est marqué une urgence parce qu'il y a plein d'études qui prouvent que quand on a une consultation avec une stomathérapeute avant la chirurgie, explication, repérage, ça se passe bien mieux en post-op. Il y a quelques cas où c'est en urgence à 3 heures du matin parce que c'est une occlusion, il n'y a pas de discussion. Mais dès que c'est une chirurgie qui est réglée, et le cancer du rectum, il y a entre 3 et 6 mois de traitement préopératoire, ce n'est pas normal qu'en 2026 en France, un malade parte sur une opération du rectum alors qu'il y a 6 mois de traitement propre sans avoir vu une stomathérapeute avant la chirurgie. C'est de la mauvaise pratique. C'est vraiment des choses qu'on peut relayer. Maintenant, on peut le dire et c'est marqué noir sur blanc, c'est les recommandations nationales françaises sur les patients et donc c'est fondamental. Et il n'y en a pas partout, mais justement dans le rectum, il n'y a aucune urgence. On a 6 mois devant soi pour trouver quelqu'un et s'il faut faire 50 km une semaine avant pour avoir le repérage qu'on peut garder sur n'importe où, il y a plein de petits moyens. Ça change vraiment les choses. Et comme ça peut durer 3 à 6 mois la stomie, s'il a été mal placé, mal repéré, ce n'est pas du tout les mêmes suites. Donc, c'est vraiment fondamental. On a une question de Cyril qui est co-responsable de mon réseau cancer colorectal et qui demande s'il y a un annuaire des stomathérapeutes en libéral. Non, parce qu'il y a très peu de stomathérapeutes en libéral. Très peu parce que c'est un acte, alors je vais être bassement mercantile, moi je ne suis pas libérale, mais je connais, c'est un acte qui est très peu rémunéré, qui peut être très chronophage, c'est 1 an et demi, 3, c'est une dizaine d'euros. Et voir un patient stomisé, ça peut durer 1 heure. Donc, parce qu'il y a la prise en charge de la stomie elle-même et psychologique, les questions, etc. Et du coup, on ne peut pas vivre de ça, quoi. Une infirmière ne peut pas faire que de la stomathérapie en libéral. Alors, il y en a quelques-unes qui arrivent à faire ça, plus des soins classiques, mais il y en a quand même assez peu. Il y a des régions bien pourvues, la région marseillaise, on ne sait pas pourquoi. Ils ont beaucoup de stomathérapeutes libéraux. En région parisienne, il n'y en a pratiquement pas. Il y a quelques régions, il y en a un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais
C'est comme ça. Tant que l'acte ne sera pas mieux valorisé, l'acte ça devrait être au temps finalement passé et pas aux soins. Oui, c'est sûr. Parce qu'on peut des fois faire un soin de stomie qui dure finalement le soin lui-même pas longtemps mais le patient vous pose plein de questions, etc. Oui, il y a tout ce côté éducationnel aussi. À côté, voilà. Et pour l'instant, juste ce qui est coté, c'est le fait de changer la poche. D'accord. Mais du coup, on relaiera aussi votre association de stomathérapeutes qui peut permettre aussi peut-être d'orienter si des personnes cherchent. Oui, parce qu'on a quand même un annuaire qui n'est pas très fiable parce que beaucoup de stomathérapeutes partent, changent de nom, enfin bref, oublient de nous le dire. Donc oui, il est bon aujourd'hui l'annuaire et puis demain il n'est pas bon. Mais bon, on a quand même aussi notre petit réseau de copines. Enfin voilà, donc on a une messagerie. Quand ça arrive sur la messagerie, de toute façon, on se charge d'aller essayer de chercher dans le coin où on nous demande. On ne trouve pas toujours tout. On m'a demandé il n'y a pas longtemps en Guyane, j'ai eu du mal, mais sinon, en général, on arrive à trouver une solution quand même. J'ai mis dans le chat un projet en fait qui a été mené il y a déjà quelques années, mais qui s'appelle Ma vie avec la stomie. C'est une série de vidéos de témoignages de professionnels et de patients de différents profils. Vous l'avez souligné, professeur, aussi, la stomie, c'est pas que les cancers. Voilà, donc en fait, c'est des patients, j'allais dire des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, touchés par des cancers ou autres. Et donc, cette série de vidéos, c'est Cyril qui avait mené ce projet, répond à des questions assez concrètes et de voir des vrais gens concernés. C'est comme Marie, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir témoigné ce soir. Vous dites, en fait, c'est possible en fait. C'est des gens normaux qui ont l'air d'être aussi normaux après et qui finalement ajustent pas mal de choses, mais qui reprennent leur vie, leur projet. Donc ça, c'est très sécurisant. Donc n'hésitez pas à regarder ou à le faire connaître si vous voulez. Et d'ailleurs, on aimerait dans les mois qui viennent ou pour l'année prochaine, peut-être faire une nouvelle série dans cette série Ma vie avec la stomie. Et pourquoi pas en intégrant, parce que l'intérêt, c'est que c'est des séquences plus courtes qu'une webconférence, mais peut-être intégrer plusieurs questions qu'on a pu aborder ce soir. Donc voilà, si vous trouvez que l'idée est bonne, venez en discuter avec nous sur le réseau et on pourra faire une petite équipe pour réfléchir à ces questions. Mais voilà, donc merci beaucoup à tous les partages ce soir écrits et questions. Et merci à vous pour ce témoignage. On va peut-être faire un dernier tour de table pour mot de la fin ou message justement aux personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si, professeur, Madame Chaumier, puis après. Dire qu'il faut que la vie est tout à fait faisable avec une stomie même définitive, parce que on a beaucoup parlé du rétablissement, mais il y a plein de stomies définitives, et la vie est tout à fait possible. Par exemple, il y a des irrigations par la stomie qui est possible pour être tranquille et avoir un pansement, une stomie qui donne. Enfin, voilà, il y a eu énormément de progrès, mais ça n'est possible qu'avec des équipes, avec des chirurgiens qui connaissent bien et des stomathérapeutes. Et ça, c'est un tandem qui est indispensable pour que ça se passe bien. Oui, moi, je rajouterais, je suis complètement d'accord, que faut garder l'espoir, effectivement, même s'il y a des situations qui sont presque ingérables. Il faut se dire que la plupart du temps, ça s'arrange, ça met du temps. Et puis, il faut en être conscient avant. Je crois que c'est important, c'est de le savoir avant, parce que quand on s'attend aux choses, on sait que même si on est dans la normalité, ça se passe comme ça pour tout le monde et qu'on n'est pas non plus dans la complication, parce que sinon les gens ils se demandent, ils se disent mais le chirurgien me dit que c'est normal, mais est-ce que c'est vraiment vrai, parce qu'il se dit peut-être qu'en fait il me dit pas que ça va pas, alors que là se dire les rencontrer avant, c'est tout l'intérêt de ça aussi, c'est de leur dire vous allez avoir ça va pas être facile, mais ça va s'arranger et puis vous n'êtes pas tout seul, voilà. Marie? Je rejoins les commentaires du professeur Lefebvre et Mme Chaumier. Effectivement, il faut garder confiance. C'est vrai que c'est des périodes qui sont quand même très difficiles à gérer, mais il ne faut pas rester seul. C'est vraiment, je rejoins vraiment ce principe. Moi, j'ai été entourée par la stomatothérapeute.
qui, elle, m'a beaucoup rassurée et m'a parlé de toute cette partie technique, etc. Donc, ça m'a fait rebondir un petit peu et donner envie d'avancer, puisqu'on est sur… nous, en tant que patients, c'est des périodes qui sont quand même compliquées psychologiquement. Donc, ça nous rajoute, voilà, une chose à gérer, mais c'est tout à fait possible. On peut toujours adapter, on trouve des solutions qui sont certes pas forcément comme avant, mais qui nous permettent quand même de vivre totalement raisonnablement. En tout cas, en gardant confiance. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et alors, merci pour toutes les explications et ce duo qui est maintenant dans toutes les recommandations. Donc ça, on l'a bien noté. Merci à tous les deux. Et merci à Marie qui a illustré par en fait son quotidien beaucoup de questions qu'on avait en amont sur l'alimentation. Est-ce que je peux faire du sport? Est-ce que je peux partir en vacances? Donc oui. Merci beaucoup d'avoir illustré tout ça. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée aussi. Au revoir. Au revoir.